Et après, on regarde le vieux, les gens, parce qu'apparemment, il a été ultra basé. Il est où Ah le ouais? vieux? Bah ouais, apparemment, elle est trop bien son interview France Inter là. Mais là, le livre du vieux, faut l'acheter, les gens, on va en parler, je pense. Ouais, let's go. Candidat. Si Jean-Luc j'ai rien à Mélenchon, bonjour. 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 Oh, il a son costume de campagne là, regardez. Bonjour. On est d'accord que là, il a un costard qui dit je reviens en 2027. Il a un beau costard. Il a Ah. un costard de débat d'entre-deux tours. Ah, on est d'accord. Déjà, France Inter, il parle de son bouquin parce qu'on a regardé. Toi, t'as regardé son interview là qu'il a fait. Regardez un sur truc de 10 TF1. minutes sur TF1. Genre, il avait un ah oui, vous vendez ce bouquin, etc. Il a posé que des C'est questions ça. d'actualité sur Merci, Bakaria. Roussel, gna gna gna, et la NUPES, gna gna gna. Et à la fin, sa question, c'était du coup, faites mieux avec ou sans Mélenchon en 2027, lol. Il était en mode, Voilà. je peux pas Ça parler va de pas mon parler bouquin du bouquin une seule ou. seconde. Ouais, Moi, c'était on peut la l'enfer. Hein. reconnaître que ça a l'air d'aller sur le sujet, donc ça fait plaisir. Oui, là, je pense que ça va parler du fond, et franchement, c'est cool, hein, on peut leur reconnaître ça. Hein. C'est ça. Vous prenez de la hauteur, vous maniez des concepts comme la noosphère, l'hyper-individu, l'anthropocène, la créolisation. Vos références vont de Mad Max à Teilhard de Chardin, en passant par Robespierre. Il cite Mad Max Oh dans là le là. bouquin. Oh là là là, Teilhard de Chardin. C'est qui, Incroyable. ça Non, franchement, ça va Attends, être attends, stylé. fais que tu Je fais sais pas. comme si- Attends. Il a fait comme s'il connaît. Vous avez vu ça, c'est Sciences Po. Les gens, vous l'avez vu passer. Regardez, faire crari comme si t'es à Sciences Po. Tu dis le nom en mode Non, transporté. mais il a une tête. Comme il a une si tête tu de le vieil connaissais. intello. Il a une tête de vieil intello. Il s'appelle Teilhard Rouver. avec un H de Chardin. Rouver. Donc Askip, c'est un prêtre jésuite français, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe. Ah, c'est lui la noosphère. La théorie de l'évolution de Charles Darwin, la biosphère de Vernadsky et la théodicée chrétienne sont unifiées par Teilhard de Chardin en une approche holiste. Pour lui, le phénomène humain doit être pensé comme constituant une étape de l'évolution qui conduit au déploiement de la noosphère. Et donc c'est la sphère de la pensée humaine, laquelle prépare l'avènement de la figure dite du Christ cosmique. Le point oméga représente le pôle de convergence de l'évolution. Le Christ cosmique manifeste l'avènement d'une ère d'harmonisation des consciences, fondée sur le principe de coalescence des centres. Ok, d'accord, en fait, lui, il est en mode... Parce que la noosphère, c'est la sphère de la pensée humaine, etc. Et en gros, Mélenchon, il est en mode, bah en fait, l'Internet, c'est la noosphère, parce qu'en fait, t'as la pensée qui se met en commun, etc. Et t'as l'accès au savoir, l'accès à la pensée, etc. Blablabla. Et du coup, Ok, donc en pour gros, le Teilhard de vieux, Chardin, il dit... En Internet, gros, c'est le le Christ Christ cosmique, cosmique. c'est la mise en commun de toutes les consciences et de toutes les Donc pensées. Internet. Et voilà. Donc le vieux a dit Internet, c'est le Christ cosmique. C'est ça son prochain C'est livre. ça. Non, mais après, Askip, c'est ce qu'il a expliqué, qu'il prenait Teilhard de Chardin, mais pour utiliser un autre gars qui avait parlé de noosphère et qui n'était pas aussi starbé que lui. Alors ça Ah c'est ouais, intéressant ça, c'est puisque dès les intéressant, premières ouais. lignes, effectivement, vous avez des accents malthusiens où vous vous inquiétez du Bon. fait que... Attends, ça veut dire quoi des accents malthusiens? En gros, Malthus, c'était un... qui disait en C'était gros un quoi, que... redis? C'était un quoi? Non, c'était un anglican, c'est pas pareil. Voilà, c'est un brit, les roast beef, c'est pas pareil. Donc... Encore un putain de protestant. oui, c'était un pasteur, ouais. Et en gros, il disait que les gens, ils sont trop nombreux et que les pauvres, ils font trop de gosses. Du coup, faut interdire aux pauvres de faire des gosses. Et Oui. que les pauvres? Mais pourquoi que les pauvres? Oui, parce qu'il était en mode, les pauvres, ils sont pauvres par la main de Dieu. Donc, quitte à ce qu'il y ait moins de gens, autant qu'il y ait moins de pauvres. Parce que les riches, ils sont faits pour rester riches parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Je crois que c'était un délire comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu une idée qui est pas un truc de fils de les protestants? Entre le capitalisme, le sionisme, la fin de la reproduction des pauvres. Mais chacune de vos idées est une catastrophe en fait. Mais non, mais il y en a qui ont des pensées bien. Genre Jacques Ellul et tout, il avait une pensée écologiste de fou et tout. Oui, genre, allez, Jacques Ellul, ouais, bref. Depuis quand le sionisme? Alors, El Namir, on a Alors. eu un cours de Youssef Boussouma lui-même qui nous a dit, figurez-vous que les gens qui ont Ah, il est inventé le protestantiste. projet sioniste étaient un protestant brit, j'ai oublié son Ouais. nom déjà, et c'est Britannique, lui qui a soufflé attends. l'idée, notamment William à Eschler. Herzl. Ouais, William Eschler, et William pas confondre Eschler. avec William Escher. Il est pendant 20 ans un ami et conseiller de Theodor Herzl, donc le fondateur du sionisme. Et donc, alors, en 1884, il écrit un petit traité intitulé The Restoration of the Jews to Palestine, la restauration des Juifs en Palestine, dans lequel il écrit entre autres, il est de devoir de tout chrétien d'aimer les Juifs, et donc au nom de ça, de vouloir qu'ils retournent tous chez eux, quoi, globalement. Contrairement à d'autres, en fait, à l'époque, t'avais des gens qui étaient en mode, bon, les Juifs, bon, mais s'ils se convertissent au christianisme, ça va, ils seront sauvés. Et lui, et du coup, ils pourront retourner en Palestine pour la parousie. En gros, la parousie, c'est en gros que tous les Juifs retournent en Palestine, et du coup, c'est le retour du Messie sur Terre, blablabla, et puis c'est la fin des temps, je sais pas quoi. Et du coup, contrairement à d'autres, Eschler ne croit pas que la conversion des Juifs au christianisme est une condition sine qua non pour leur retour en Palestine et la parousie. Donc il est en mode, non, ça sert à rien de sauver leur âme, faut qu'ils restent juifs et qu'ils retournent là-bas, quoi. Et en gros, à Skip, il démarchait tous les rabbins possibles et imaginables qui lui disaient c'est de la merde ton truc. Et c'est que quand il a rencontré Herzl que du coup Herzl a été convaincu. Voilà, donc Voilà. tout ça, c'est de la faute des protestants à nouveau, comme tout le reste.
Pas du tout, je ne suis nullement malthusien, et si vous me lisez, vous vous apercevrez que je dis le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux gens, et je ne le ferai certainement jamais, d'avoir des enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la question du fonctionnement du capitalisme met à l'ordre du jour la survie de l'humanité, parce que En fait, c'est ça, à lui 8 est milliards, anti-malthusien, qui vont Mélenchon. être 10 C'est-à-dire que milliards, Malthus, il est en mode pour qu'on ait de la prospérité, il faut faire moins de gosses parce qu'on est trop nombreux. Et lui, il est en mode non, pour qu'il y ait. Enfin, on fait des gosses, c'est normal, donc pour ça, il faut changer le système, quoi. C'est-à-dire que Malthus, il est en mode à système égal, faut faire moins de gosses, et Mélenchon, il dit bah non, pas à système En égal, fait, du coup, on Malthus, change. il est pour la préservation du système par une politique de natalité qui réduirait les naissances. Alors que C'est Mélenchon, ça. il est en mode on est baisé, on se reproduit comme des lapins, on va être trop nombreux, go faire Bélec et trouver un autre moyen de faire, quoi. C'est ça. Basé. Go vivre mieux, ou go organiser mieux la société, quoi. Parce que le capitalisme, c'est pas fait pour être nombreux. Ouais, le capitalisme crève de ça. Ouais, de fou. Comme Oui, bien dire, sûr, les gosses des pauvres, comme bien par sûr. exemple sur les questions des migrants climatiques. Moi, j'ai l'impression Ouais. qu'aujourd'hui, le discours, c'est plus de dire comment on va faire pour empêcher qu'il y ait de la migration climatique. Là, on en est à un point où continuer à essayer d'empêcher les conditions du dérèglement, bien sûr, mais aussi organiser les moyens de survie de l'humanité face à ça, et notamment les moyens d'accueil de tous les migrants climatiques qui vont devoir bouger, mais même Mais ça, de manière internationale, mais même de manière nationale. Par exemple, tu vois, genre, imaginons, il y a une partie des côtes françaises qui se fait envahir par la flotte. Va falloir trouver un moyen de reloger les gens qui doivent bouger. Et va falloir trouver un moyen de faire ça pour les gens à l'intérieur du pays, comme pour ceux qui viennent d'autres pays, etc., quoi. Donc, il faudrait faire les deux en même Mais temps, quoi. en fait, ce discours démographique et tout, c'est un vieux discours réactionnaire aussi. Parce que moi, est-ce que tu te rappelles, au début des années 2000, dans la presse, les magazines, les trucs, on parlait de la bombe démographique africaine. En mode, parce que tu sais, Sarko est t'avais ce encore truc. là-dessus. Ouais. Sarko est encore là-dessus, bah oui, Ouais. bah voilà. Mais ça, c'est un truc qui date du milieu des années 2000, tu vois. En mode, parce que t'avais le truc de, tu sais, c'est le truc que t'apprends quand t'es en histoire géo au collège. Tu sais, c'est la transition démographique. C'est le truc de, en gros, t'as une première phase où t'as forte mortalité infantile et forte natalité. Donc, du coup, globalement, tu fais pas beaucoup de gosses parce qu'ils crèvent tous. Ouais. Ensuite, à un moment où, du coup, la mortalité infantile baisse parce qu'il commence à y avoir une augmentation du niveau de vie, mais les gens, ils continuent de faire des gosses. Et puis après, le nombre d'enfants que tu fais, il baisse. Et après, t'arrives à un niveau de naissance basse, etc. Stabilité, Et ouais. les gens étaient en mode, il faut forcer la clôture de cette transition démographique, à marche forcée, parce que sinon, parce que du coup, dans cette transition démographique, tu fais plein de gosses. Genre, t'en as plein qui crèvent pas et qui continuent de naître. Et du coup, t'avais plein d'observateurs, néocolonialistes, qui étaient en mode, ok, ils ont commencé à faire la transition démographique, du coup, c'est la bombe démographique. Du coup, il faut forcer les femmes à arrêter de faire des gosses parce que pour Ouais. réduire au maximum et pour qu'on arrête ce truc. Ouais, puis ils pourraient avoir du pouvoir en plus. Ça veut dire que leur Bah, bombe oui. démographique pourrait faire qu'ils inverseraient le rapport de force avec nous qui les colonisons, quoi. la fin de la civilisation humaine, comment ça se passerait un phénomène pareil? C'est par dislocation progressive. L'Australie décide de vendre son eau à une compagnie canadienne, éclate des incendies, la compagnie dit nous on donne pas de l'eau pour la balancer comme ça, on la vend. Hein. Et que se passe-t-il? Ils brûlent une surface équivalente à celle de la Belgique. Ça c'est du collapse. Ce qui est basé, c'est qu'ils donnent que des exemples du marché aussi. C'est ça Ouais. qui est bien, ce qui permet de revenir au problème qui est dans la merde qu'on est. Si en plus on reste avec un système de marché ultra capitaliste, ça va nous baiser. Parce que quand va y avoir les problèmes qu'on a créés, genre ok, déjà il y a les problèmes qu'on a créés auxquels on va devoir faire face. Et le pire moyen de faire face au dérèglement climatique, c'est d'être des capitalistes. C'est ça. C'est C'est ça il est qui est en mode, c'est pas intéressant. nous qui sommes inadaptés, c'est le capitalisme qui est inadapté à nous. C'est ça. Et qui est inadapté, c'est qu'il y a la merde qu'il a créée. Bon, faisons son constat. Peut-être qu'on va être obligé d'encaisser ces trucs-là, mais il va falloir les encaisser d'une autre matière, quoi. Et c'est là que c'est un bon retournement. C'est quand il parle du coup d'effondrement de la civilisation, on voit très bien qu'il en parle pas de façon droitarde, en mode la civilisation judéo-chrétienne de mes couilles, tu vois. Cette rupture avec le capitalisme, clairement, que vous appelez dans ce livre, vous fait-elle assumer, Jean-Luc Mélenchon, une décroissance totale? Si je devais être très honnête avec ce que je dis, je prône plutôt en quelque sorte ce que j'appellerais un réformisme radical. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, passer du nucléaire à pas de nucléaire en appuyant sur un bouton. Il vous faut 10 ans, il vous faut 15 ans. Oui, mais... Ah, déjà, ça parle d'écologie, ça me fatigue. Mais c'est important l'écologie. Oui, non, mais si, c'est important l'écologie. On a compris la transformation du système, des moyens de production. Mais le nucléaire, c'est bien quand même pour avoir Internet et l'électricité. Oui, mais comme c'est une longue transition, on va vite se rendre compte que ce qu'on met en place en renouvelable, ça suffit pas et qu'il faut se garder un peu de nucléaire sous le coude. Ah, toi, t'es pro-nucléaire par nécessité. Toi, t'es en mode, oui, dites pour d'être anti-nucléaire. Non, moi Et je en dis... vrai, on va rester dans le nucléaire, je vous dis- inquiétez pas.
Je dis que si la nécessité appelle le nucléaire, dans ce cas, à la nécessité, nous serons obligés de nous plier puisque c'est le principe de la planification, quoi. Ça m'a pas l'air pas clair ton histoire. C'est la meilleure posture pour le moment. Ouais, mais t'as dit posture, ça veut dire que c'est une posture. Cassandre qui s'arrange comme un militant porte-à-porte quand il suit pas la ligne. Bah, Si un tremblement de terre sous une centrale, on crève tous. Oh, mais arrête. Des non, c'est pas tant le sécurités. tremblement de terre sous une centrale, etc., parce que c'est très peu sismique, hein, la France. Mais c'est Ah. plutôt le réchauffement des cours d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, elle est utilisée pour refroidir les circuits, en fait, et pour comme truc de refroidissement des centrales, quoi. Le problème, c'est que si l'eau est trop chaude, tu refroidis rien. Et en fait, l'angoisse, c'est que si l'eau qui coule dans les cours d'eau et les fleuves devient trop chaude à cause du réchauffement climatique, on risque d'avoir plus de mal à refroidir les centrales. Et là, pour le coup, t'es dans la merde. J'ai toujours dit où était la source d'énergie la plus importante, je ne vais pas trouver tout seul, hein. C'est celle qui vient des mouvements spontanés de la mer. Il y a 360 fois ce dont on a besoin à terre. Voilà, tout ça pour Oui, vous bon, dire, ça, c'est madame, clapot, n'imaginons campagne, pas que la machine à révolution clapot. citoyenne... Les petites machines à clapot. C'est avec quoi les marées. clapots? C'est quoi les clapots? Bah, c'est les marées c'est des clapots dans l'eau qui font comme ça, et parce que les marées elles bougent et du coup ça fait bouger les clapots, quoi. Je sais pas. Et les clapots, ça fait de l'électricité? Oui. Et on peut tous clapoter assez pour la France, là. Ouais, bah il dit 360 fois plus qu'on a besoin. Attends, on a des clapots, on en a autant là? Non, on a de quoi faire clapoter 360 fois plus qu'on a besoin. Bah pourquoi on fait pas les clapots alors? Bah c'est ce qu'il dit, il dit il faut faire les clapots. Il dit globalement faut clapoter dans la mer. Et comme ça on a suffisamment de trucs. Ça a l'air bien les clapots. Et donc en gros, on met des tuyaux dans la flotte, et l'eau elle passe Ouais. dedans et ça fait faire des clapots. Non, c'est tu mets des trucs et en fait comme les marées elles bougent, bah du coup ça fait bouger des trucs et en fait du coup c'est relié à un truc qui fait de l'énergie et comme ça bouge un peu et ça bouge beaucoup, etc., et du coup ça fait de l'énergie quand ça fait bouger la mer. Et comme la mer elle bouge tout le temps parce qu'en fait la mer elle bouge parce que c'est la lune, donc la lune elle C'est va pas pas une mourir. légende urbaine ça? Non, c'est vrai. Ah ok. Et donc Oui. la lune elle fait les marées et du coup comme la lune t'en as pour toujours et en plus t'es sûr que c'est très régulier la lune, bah du coup voilà quoi, tu fais des clapots et c'est parfait. Jean-Luc Mélenchon, dans cette théorie politique, vous assumez que la politique, précisément, est affaire de bien et de mal. Le bien serait la transition écologique et sociale, le mal, la production et la Ah, finance. oui. Ça va énerver des gens ça. Ça va énerver des gens, mais en même temps, c'est c'est un truc qu'il disait Pourquoi il récemment parle aussi, le là-dedans? truc de c'est une affaire de morale. Ouais, c'est marrant Bah, qu'ils partent là-dedans maintenant. bah en fait, c'est pour revenir à la question du choix politique. En gros, le fait de dire, c'est pas en mode, ouais, en mode genre l'origine de la politique, c'est de la morale, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour la société. Au fond, le capitalisme, c'est un choix de société, Ouais. et c'est un choix qui se base sur des fondements moraux de qu'est-ce qui est mieux de garder, qu'est-ce qui est mieux de jeter. Ah, je connais le bien commun. Mais donc voilà, donc à la base de tout ça, c'est une question de morale de globalement, est-ce que la vie humaine est jetable ou pas? Je sens qu'il dégauchise, c'est bizarre, mais justement, il dégauchise pour mieux faire comprendre. En gros, ce qu'il fait dans son bouquin, c'est il vulgarise énormément les basiques, quoi. Il vulgarise Marx, hein, globalement. Il vulgarise de pourquoi le capitalisme, c'est pas bien. Ah, Donc puis évidemment, quand vous ils allez pas être rentrent en content en lisant le campagne, bouquin. les gens aussi, ils se dégauchisent aussi pour être plus universel Oui. au niveau du Parce discours. qu'en fait, si tu dis le capitalisme, etc., ça parle pas forcément à tout le monde. Donc en fait, il faut revenir à l'origine de pourquoi c'est pas bien, de pourquoi tu... Ah, de toute façon, il va expliquer, oui. Le vieux, il va... Pour voilà. moi, on est d'accord que c'est une preuve de l'entrée lente en campagne du vieux. C'est qu'il est déjà en train de préparer sa campagne de 2027 à trouver des termes et des angles d'attaque qui sont pas terminali dialecte gauchiste. Non, mais parce qu'il peut quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Genre, tu vois, il donne aussi des clés pour éventuellement la personne qui le succédera à la candidature. Oui. Bien et mal, qui sont des concepts moraux, sont-ils pertinents dans le champ politique? Ou est-ce qu'on n'entre pas là quasiment dans le champ religieux? La morale n'est Vraiment pas un sujet religieux. que religieux. Bah oui, c'est une affaire de Quand même, philosophie aussi, la oui. morale. Moi, Il je n'y a veux pas que la bien- religion qui s'inquiète de la morale. Je veux bien qu'on questionne la pertinence de la morale, est-ce qu'il faut pas s'en méfier, mais dire que c'est que religieux, bon, ça se saurait quoi. Quoi Puis oui, puis c'est un peu les gens ils disent la vertu dans le chat. C'est vrai que c'est très robespierriste. Oui, bien sûr, de la vertu. La morale fait partie des raisons de notre engagement. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous sont plus attachés au sentiment de la dignité, à l'idée de la liberté, à l'impératif absolu de la fraternité, qui fait qu'on ne va pas supporter de laisser se noyer des migrants. Et ce sont des raisons de notre engagement politique. Ne nous le cachons pas. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est dit, on a un problème avec le cynisme en politique. On Ouais. a un problème avec les gens presque, tu vois, ce truc un peu de presque zététicien, ce rapport zététicien, cynique à la politique, presque un rapport objectif, mathématique au truc, et qu'il a envie de faire rentrer au service de sa pensée humaniste
de faire revenir les conditions, d'expliquer l'humanisme aux gens, quoi. C'est ça. Jean-Luc Mélenchon, vous voyez la révolution revenir en France autour de 3 épisodes récents, les Gilets jaunes, la contestation contre la réforme des retraites, mais aussi les émeutes de juin dernier. La révolution citoyenne, c'est un processus dont l'acteur est le peuple, c'est-à-dire tous les gens qui ne peuvent vivre autrement que par l'accès au réseau collectif, l'eau, l'électricité, etc. Ce qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Oui. Et c'est là que lui, il met à jour son truc et que il ça. est sorti du côté bandeur de la révolution armée, etc. Parce qu'il s'est dit, ça a trop changé. Le monde, il a trop changé et en fait, faut repartir de ce dont on dépend. Et c'est pour ça aussi que son truc de la pensée des réseaux, de l'accès aux réseaux, etc. Et de du coup garantir les réseaux d'eau, d'électricité, de machin, malgré le dérèglement climatique. C'est logique, etc. Genre, c'est vrai que tu es obligé de reconnaître que sa pensée est fait système sur le sujet, quoi. Mais ça, je me rappelle, c'était beaucoup pendant les Gilets jaunes qu'il en parlait. Alors, je sais pas s'il avait déjà l'intuition des réseaux avant les Gilets jaunes. Il me semble que oui, quand même. Il en avait parlé dans d'autres bouquins, je crois. Mais pendant les Gilets jaunes, il était en mode, bah oui, c'est vrai que si tu prends une lecture marxiste classique, en mode j'ai lu mon truc sur les bourgeois et les prolétaires, tu regardes les Gilets jaunes, ça rentre pas dans tes cases. Parce que Oui, parce t'as à qu'il y a la les fois petits des artisans, des artisans, les commerçants, trucs, des ouais, petits ouais. patrons, des trucs comme ça et tout. Et en même temps, on peut pas non plus taxer les Gilets jaunes d'un truc réactionnaire, anti-écolo, etc. Ouais, ou Parce de que révolution petite bourgeoise, ça sera encore plus ouais, ou de teubé. révolution petite bourgeoise, etc. Ouais. Ouais, en fait, déjà dans l'ère du peuple, il en parlait, mais je me rappelle pour les Gilets jaunes, il avait un peu plus creusé le truc parce qu'il était en mode, bah en fait, ça fait d'autant plus sens si on regarde en fait qu'ils sont unis par leur dépendance au réseau et donc que c'est encore d'autant plus efficace pour comprendre les mouvements sociaux, d'abandonner ces trucs bourgeois, prolétaires, etc. Parce que c'est plus depuis l'usine, c'est plus depuis les grèves que se font les mouvements sociaux, c'est depuis les ruptures avec les réseaux, etc. Et c'était son analyse sur les Gilets jaunes, il était en mode, bah tiens, ça c'est un truc qui me donne raison et qui donne raison à mon intuition sur les réseaux, quoi. Je crois qu'il en reparle justement dans ce bouquin. Il fait un point sur ce qu'il appelle les révolutions citoyennes et la nouvelle forme que prennent les moments révolutionnaires qui se sont transformés, en fait. Je propose un chemin, la démocratie. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est ma méthode. Notamment lorsque je parle de révolution, je parle de changer les institutions politiques par une assemblée constituante. Vous avez raison, mais vous citez les émeutes comme un fait important vers cette révolution. Dans les phénomènes que je mets en exergue, je montre comment des choses annoncent ou s'intègrent au processus de révolution citoyenne. En fait, c'est ça qui est dit, c'est que Mélenchon, déjà, il est suspecté de vouloir être séparatiste avec la République, de vouloir faire la révolution, donc d'être un peu un révolutionnaire, le couteau entre les dents. Déjà, il est comme ça. Et en plus, il faudrait qu'il brise tous les liens avec les mouvements sociaux qui ne seraient pas purement démocratiques à passer par les urnes, mais des gilets jaunes, de la manif contre la retraite, jusqu'aux émeutes dans les banlieues. Faudrait qu'il se désolidarise de tout ça pour bien prouver qu'il n'est que dans le jeu électoral et démocratique, alors que c'est complètement con. C'est pas contradictoire d'analyser un moment comme aussi un moment d'une expression, d'une colère de classe, d'une colère populaire, d'une colère sociale, d'un somme de pas avoir de la thune, et de dire que l'expression que tu vois dans un événement comme par exemple les émeutes des banlieues, d'y voir un symptôme de ce que tu essayes de régler par ce que tu proposes. Et en fait, rien que constater ce que veut dire les émeutes des banlieues, c'est déjà beaucoup trop. La seule position logique, c'est de dire non, je condamne. Oui, elle lui refait un truc de vous condamner, quoi. C'est ça, genre c'est pas possible parce que lui en plus il est pas en mode faut généraliser les émeutes pour prendre le pouvoir. C'est pas son discours c'est de dire ça veut dire quelque chose, quoi. Et c'est déjà trop, c'est un truc de fou. Hein. Vous écrivez « Conflit entre le peuple et l'oligarchie. C'est nous face à eux. Le peuple dominé face à l'oligarchie dominante. Car le peuple se forme en s'opposant à l'oligarchie, comme hier l'esclave au maître, le serf au seigneur. Il n'y a rien entre les deux, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, pas de vote, pas de parlement, pas d'institution, pas d'élection, la présidentielle, les législatives. Mais oui, mais Marx, quand il disait que quand il parlait du prolétariat et de la bourgeoisie, il en parlait comme les deux classes motrices de l'histoire. Mais Marx ne disait pas qu'il n'y avait que deux classes. Il disait aussi qu'il y avait les artisans, les trucs. C'est pas ça la question, c'est pas ça qui l'a choqué. C'est beaucoup moins raffiné que ça. C'est le truc de
le peuple contre l'oligarchie, donc la mort de la République. C'est qu'il dit que lui, dire ça, c'est être anti-républicain, c'est être anti-démocrate, parce que c'est squeezer toutes les institutions, notamment un peu sous-entendu, vous voulez mettre fin à la démocratie représentative. T'as cru que lui, il allait avoir un débat profond sur les classes sociales, sur la pertinence de l'unicité du peuple qui serait divers. Non, mais il veut pas avoir une discussion intéressante. Il veut dire, oh, vous voulez détruire la 5e République, les institutions, tu vas voir. La présidentielle, les législatives, c'est pas l'expression du peuple? C'est vraiment leur angoisse. C'est qu'ils ont, ils ont vraiment l'angoisse sur le vieux avec tout ce qu'il dit, tout son côté turbo-républicain, son côté démocrate, etc. Leur angoisse, c'est que ça soit une sorte de va-t-en-guerre populiste qui mènerait les gens à tuer les présidents et les députés, quoi. Mais surtout, dès qu'il y a des élections, ils arrêtent pas de dire le premier parti, c'est l'abstention. Alors, regardez l'abstention qui augmente, etc. Et ils disent, mais les élections, c'est pas l'expression du peuple. T'es en mode, bah, s'il y a autant d'abstention, dans ce cas, est-ce que l'expression du peuple elle pense pas autrement aussi? Genre, réfléchis. Non, mais en Genre, plus... tu sais, même ça, tu vois, genre, c'est des poissons rouges de ce qu'ils disent pendant les périodes électorales. Demorand est pire que ça là, mais de fou. Hein. Ah oui. Mais parce que aussi, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire Mélenchon. Et ils veulent pas discuter du fond. Bah Genre, la vérité, c'est que les institutions de la 5e République, le droit de vote comme il a été fait, le parti médiatique, le deuxième pot du système, voilà les vrais obstacles à l'expression démocratique du peuple et à la possibilité que le peuple puisse tout changer justement en passant par le système électoral. Ouais. On pourrait en douter sur plein de points. Mais la vérité, c'est qu'on a beau en douter, Mélenchon, il est quand même, bon, bah là, c'est le chemin le plus sûr qu'on ait pour y aller pour l'instant, quoi. Et ils lui reconnaissent même pas ça, c'est ça que je trouve deep. Hein. Vous êtes un homme cultivé. Les références que je viens de faire sont celles du discours classique du socialisme. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Et c'est une manière d'élargir, parce que je pense aussi que il en a marre du débat, le prolétariat, qu'est-ce que c'est tu vois, genre par exemple la classe ouvrière, est-ce que tu mets les employés dedans? La question des gilets jaunes, avec El Famoso petit patron, machin, etc. Et je pense qu'il doit avoir en face l'agacement du discours à la Occupy Wall Street des 1% contre les 99%, où c'est juste les riches contre les pauvres et il n'y a pas de nuance et il n'y a pas de précision, quoi. Alors que là, c'est vraiment même un rapport territorial, l'homo. Genre son truc de ceux qui sont dominés par l'accès ou le non-accès aux réseaux qui leur permettent de survivre. Donc le logement, la bouffe, Internet, la flotte, le chauffage, etc. quoi. Et qu'en fait, si ton accès à ça est pas garanti, et notamment pas garanti soit par ce que fait le capitalisme, soit ce que fera le dérèglement climatique, tu fais partie de cet intérêt commun qu'il appelle le peuple, en fait. Et que à la limite, te faire de la thune, presque, te protège pas des deux ou de l'un des deux, quoi. Tu vois. Mais je crois que c'est justement dans l'ère du peuple qui fait cette distinction entre la population et le peuple. C'est-à-dire que la population, c'est le fait démographique, donc c'est tout le monde, quoi. Et le peuple, c'est la population qui se saisit de sujets politiques. Donc en fait, c'est la traduction politique de la population, c'est le peuple, en gros. C'est voilà. Enfin, je sais que c'est une distinction qu'il faisait, je sais pas s'il l'a gardé dans un intérêt. Moi, ce qui prouve qu'il est en campagne, il est dans un intérêt d'élargir une base sociale. Il est aussi dans le but de ne pas enfermer son discours à des gens qui pourraient ne pas se sentir concernés, quoi. Ouais. Genre, tu vois, justement, ceux qui sont un peu moins mal que les autres, qui très vite peuvent se dire « Ah, mais oui, mais ils parlent pas de moi, en fait. » Genre... Est-ce que tu es plus ou moins intégré à l'état bourgeois? Ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il prend le discours classique centre-périphérie et en fait, il le fait, il en fait le système, quoi. Voilà, c'est en mode, c'est la différence entre le centre et la périphérie et du coup, la périphérie est définie par le manque d'accès à le centre qui fait toute la politique. Et d'ailleurs, il dit bien aussi que les banlieues sont autant une périphérie que les trucs ruraux, etc. Rien que... Et en témoigne, je sais pas s'il va en parler là du temps, en témoigne le temps de transport que tu mets. Et que en fait, ce temps-là est une donnée importante politique du capitalisme. Dans la dichotomie bourgeois-prolétaire, non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la population, et c'est le peuple. C'est ça, c'est que lui, il est en mode, et là où il a pas tort, c'est qu'il y a le grand déclassement, quoi. C'est aussi là-dessus que ça se base. C'est aussi sur la vieille question, nous, on nous disait ça, moi, les marxistes un peu teubés qui m'apprenaient des trucs, c'était la mise en condition de l'alliance révolutionnaire de la classe moyenne et de la classe prolétaire. Et qu'en fait, la révolution naissait quand la classe moyenne, plutôt que de s'allier à la bourgeoisie, s'alliait aux prolétaires pour renverser justement la bourgeoisie.
c'était un peu de la vulgate révolutionnaire mal maîtrisée de dire ça. Et genre lui, il est dans un truc plutôt que de les convaincre. En fait, en réalité, on constate qu'il y a un déclassement de ce qu'on pourrait appeler de la classe moyenne ou d'autres, et qu'en fait, maintenant, il se rapproche de plus en plus d'un avenir commun avec ce qu'on a appelé le prolétariat, et que c'est là qu'ils font peuple, que tout le monde fait peuple, quoi. Vous dites, vous écrivez cette gauche de rupture que vous souhaitez. Cela suppose d'oublier la social-démocratie, coupable selon vous de s'accommoder avec le productivisme. Pour vous, elle est obsolète. En cela, vous vous distinguez d'un François Ruffin qui avait posé à la une de l'Obs en novembre il y a un an. Putain, mais ils arrivent à faire revenir l'opposition avec Ruffin là-dessus. Alors qu'en plus, Ruffin, quand il a dit social-démocrate, il l'a pas dit au sens où l'entend Mélenchon, c'est-à-dire un truc un peu parti socialiste qui aime bien le marché, l'entreprise et qui s'accommode par exemple tout à fait du productivisme, etc. Lui, Ruffin, c'était une réponse à la fille et l'extrême gauche. Vous avez l'extrême gauche et comme a dit Mélenchon, réformisme radical, il a dit tout à l'heure, expression que j'ai toujours utilisée d'ailleurs, vous remarquerez. Les grands esprits se rencontrent. Genre oui, Ruffin, c'est une manière de dire non, en vrai, on est des réformistes, juste on est des vrais réformistes. Au sens où, voilà, on veut le faire bien, quoi. Et Mélenchon, en vrai, lui, il parle du terme social-démocratie. C'est pour ça que c'est un piège. Parce qu'il est trop rattaché à des trucs. Quand Ruffin l'utilise pour dire on n'est pas d'extrême gauche, c'est un intérêt, mais il tombe dans un piège. C'est pour dire, c'est pour dire SOSDEM, c'est pas pour dire social-démocrate. Oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, t'as des gens qui contesteraient l'existence même de la social-démocratie en France de par ses institutions politiques. Parce que qui n'ont jamais permis un fonctionnement social-démocrate comme ce qu'il a pu être dans les pays nordiques, etc. Bref. En disant je suis social-démocrate. Voilà, il y en a un qui l'a fait. Actuellement, la social-démocratie n'a jamais existé en France, oui, c'est vrai. Mais bref, ouais. François est un bon ami, un bon camarade. Des fois, il joue avec les mots, je trouve que c'est dangereux. Bon, là, pourquoi ? Parce qu'il a dit je suis social et je suis démocrate. Non, il pose en couve je suis social-démocrate. Non, il a dit dans l'article. Non, mais c'est vrai. Dans l'article, il a dit je suis social et démocrate, et ça a été remplacé en une par je suis social-démocrate. Et le tiret, ça a été rajouté par l'IB pour le coup, ça oui. Ouais, ah, mais vous pouvez défendre Ruffin, mais il s'est fait baiser, il avait qu'à pas dire ça si vous voulez pas qu'on dise ça. C'est complètement con. Dire je suis social-démocrate, ça veut pas dire je suis social-démocrate. Bah non, nique ta mère, fallait pas le dire comme ça. T'as joué sur le mot, tu te l'es repris dans la gueule, bien fait. La social-démocratie, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas de révolution, c'est-à-dire pas de rupture, on y va mollo, et progressivement, on fait des prises d'avantage. Pour y arriver sans brutaliser, on répartit de manière inégalitaire les nouveaux fruits de la croissance. Donc on donne plus à ceux qui ont moins en produisant davantage. Pas de bol, pour ça, il faut produire davantage. Donc il faut une croissance sans fin. C'est ça l'important, c'est la composante croissance. Ça veut dire que la social-démocratie pourrait fonctionner dans des pays où il y a beaucoup de croissance et où du coup, tu peux redistribuer les fruits de cette croissance à ceux qui en ont besoin en fait. Sauf que là, on est biaisé en fait. C'est ça, c'est que pour qu'il y ait... En fait, c'est que d'ailleurs, c'est la critique du principe même de redistribution des richesses, même si en vrai, c'est toujours un terme qu'on emploie, tu vois. Mais c'est que pour qu'il y ait redistribution des richesses, il faut déjà accumulation des richesses. Après, redistribuer quelque chose qui est accumulé. Donc évidemment, quand on parle de redistribution, on en parle à toutes les étapes du processus de production. Après, mais c'est un peu la critique de l'idée de redistribution, mais du coup qui sous-entend déjà une accumulation primaire. Là où il est c'est un peu un enfoiré. C'est que ça, c'est presque plus du social-libéralisme, ce qu'il décrit. Alors qu'en réalité, la social-démocratie, en définition originelle, c'est une méthode de pouvoir. Plus que des décisions politiques. En fait, la social-démocratie est presque vide, enfin pas vide de fond politique, mais par exemple, je pense que tu pourrais envisager un fonctionnement de gouvernance social-démocrate qui intègre la question de la décroissance, tu vois. Parce que la social-démocratie, c'est une manière de faire de la politique. Genre, tu peux, tu vois. Et en fait, lui, il transforme le mot. Mais après, là où il a raison, c'est que la social-démocratie en France, ça voulait dire social-libéralisme, mais un truc basé sur la croissance. Et enfin, bref. Et j'ajouterais aussi que ce contrat social libéral, social-démocrate, on l'appelle comme on veut, n'existait que parce qu'il y avait déjà des conquis sociaux, comme la Sécu, les trucs comme ça et tout, que le détricotage de ces acquis sociaux, de ces conquis sociaux, vous les appelez comme vous voulez, a fait en sorte que ce pacte social-démocrate ne peut plus exister. Ce pacte d'accumulation d'un côté et de redistribution de l'autre ne tient plus. La famosa crise de l'État-providence que décrit Pierre Rosanvallon, quoi. Alors je dis à mes amis sociaux-démocrates, il faut réviser votre affaire. Il se trompe, vous dites.
dites. Je pense en réalité qu'ils n'ont plus aucune idéologie formalisée. Demandez à un social-démocrate quelle est sa théorie sur l'histoire. Il sera bien incapable de vous le dire. Il n'en a pas. En fait... De même, regardez le Parti communiste. Ils mettent dans leur programme de congrès, ils avaient mis le mot révolution citoyenne. Ah bon, c'est quand même nouveau quand même pour des communistes. Ils auraient pu nous dire en quoi ça consistait. Non, moi je vous propose un bouquin de 300 pages où je décris ce que c'est. Bon, évidemment, il a raison de flex. Mais parce que c'est vrai que dans le champ politique, c'est un peu le seul à être aussi ouvert sur sa théorie, quoi. Je veux dire, j'en parlais avec un camarade l'autre soir, il était en mode, mais c'est une dinguerie qu'on est les seuls, on parle de débats stratégiques dans les médias et devant tout le monde. Genre, nos théories et nos débats théoriques, on les a genre devant tout le monde. Genre, tout le monde sait ce qu'on pense, en fait. Les autres, ils ont pas ça. Après, si tu te renseignes, tu peux savoir ce que pense le Parti communiste aussi. Genre, les lignes, là, il y a les deux lignes qui s'opposent au Parti communiste. J'ai oublié la première, basée notamment sur un revenu minimum de subsistance, etc. Face à une autre ligne, etc. Le PC, il pense pas. Non, mais arrêtez, vous forcez, c'est faux. Non, mais si, attendez, arrêtez. Il Faux, y a quand même des penseurs au PC. Vous, c'est là, non, vous caricaturez. Arrêtez, saucisse de charcuterie. Bon, vas-y, bref, on peut pas discuter avec vous. Saucisse, Russell n'est pas un camarade. Oui, bon, bref. Ils ont aucun sens de la nuance. C'est votre réponse à tous ceux qui, dans votre camp, qui, dans la NUPES, vous appellent à vous social-démocratiser, à sortir de la stratégie du bruit et de la fureur. Le bruit et la fureur, c'était hélas pour moi qui ai surestimé le niveau de ceux qui m'écoutaient. Un vers de Shakespeare est le titre du plus grand roman du XXe siècle pour ce qui est du style. Bon, tant pis pour moi. J'ai surestimé leur intelligence. Ils étaient trop cons pour me comprendre, j'aurais pas dû dire ça. Il a dit, bon, ils avaient pas la rêve. Bon, voilà, je suis d'un niveau intellectuel supérieur à eux. Bon, tant pis pour moi, quoi. Ce flexeur. Moi, je vais vous dire à qui je m'adresse. La jeune génération. Entre 18 et 24 ans, 50% d'entre eux ont voté pour ma candidature. Entre 18 et 34 ans, 40%. C'est le monde de demain. Ça, c'est vrai. En fait, la question, c'est les 50% qui ont voté le vieux, etc., machin truc, comment les garder, quoi. C'est ça, et surtout comment les former. C'est aussi pour ça les trucs de l'ILB pour la formation, les trucs comme ça, bien sûr. C'est ça le truc. Institut La Boétie, c'est ça, c'est quoi, ILB? ILB, Institut La Boétie, oui. Oui, pardon. Si ILB. Vous avez vu les militants qui parlent en sling? T'as vu le dernier papier de l'ILB? Il était vraiment bien, le dernier papier de l'ILB. Je m'appelle Cassandre, savais-tu que sur le site, mon papier de l'ILB est celui qui a été le plus lu? Je vous jure, il m'a dit ça. Mon article dans l'ILB a fait le plus de clics sur le site de l'ILB. On revient à François Ruffin. Il disait aux universités d'été de la France Insoumise il y a quelques semaines, il y a au sein de la NUPES un problème de ton, un problème de style. Il vous appelle à gagner en centralité. Que lui répondez-vous? 22%. Ah, ça y est, il en a marre, c'est bon. Et alors, vous m'avez saoulé. 22%. Bah oui, mais après, il a raison. Bah ouais. Il a raison, en fait. Oui, après, à l'heure actuelle, Macron, il a un vote plus bourgeois. Donc, est-ce qu'il est plus central que Mélenchon, qui a un vote plus divers en termes de classe sociale? Oui, ok, d'accord, très bien. Mais bon, en attendant, il fait que progresser. Et c'est bien la preuve que sa stratégie, elle fonctionne, quoi. Globalement, voilà, si vous voulez être scientifique dans votre analyse politique, vous regardez les chiffres aussi, hein. Il aurait suffi de à peine 1% des abstentionnistes qui se mettent à voter insoumis pour que nous gagnions avec la majorité absolue les élections législatives la dernière fois. Bonjour, bienvenue. Et c'est ça c'est là qu'on arrive dans l'énormité de ce rapport de force et de ce rapport de proportionnalité avec les législatives. C'est qu'à chaque fois on dit oui, l'abstention progresse, mais on se doute pas d'à quel point 1% d'abstention, le nombre de pourcentages que ça représente après dans l'élection. J'ai voté aux législatives, arrêtez de dire la faute à rase. Oui, il a voté aux législatives. Je voulais savoir si M. Mélenchon acceptait l'idée que l'ensauvagement de notre société était en partie lié à sa personnalité et son action violente. Même si je l'avais voulu, je crains de ne pas en être capable. Et je pense que surtout, il y a un paramètre que vous sous-estimez, deux même. Le premier, c'est l'intelligence des gens, qui décident par eux-mêmes quel est leur comportement. Et deuxième, c'est que ce n'est pas vrai que la société s'ensauvage. La société a été bien plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce qui, par contre, est de la trace de sauvagerie dans la société, c'est de laisser des migrants se noyer ou de les noyer, des persécutés, d'éborgner des gens, et toutes ces violences que nous voyons qui sont absurdes. Un truc dans les chiffres de la justice, Baïkomas,
où en gros, depuis, en comparaison aux années 80 et tout, les meurtres, enfin en gros, les crimes violents ont diminué, mais il y a eu une hausse considérable des délits, notamment bah, voilà, tous les délits liés à la drogue, etc. Et tu as eu un remplacement finalement du sentiment d'insécurité du crime vers le délit. En gros, il y a moins de meurtres, plus de délits aujourd'hui ou l'inverse? C'est ça qu'on n'a pas compris. Moins de meurtres, plus de délits. Ah bah c'est mieux, il y a moins de gens qui C'est meurent. ça, il n'y a jamais plus de aussi peu vendeurs de d'homicides shit. qu'aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est que quand on dit que la société est violente, on en réfère généralement à des petits délits qui sont pas si graves que ça. Alors que quand tu regardes vraiment la violence en mode homicide, etc., bah en fait, il y en a quasiment. Ouais. Enfin, il y en a vraiment pas par rapport à plein d'années Oui, d'avant. parce quoi. que voler Bref. des bagnoles ou vendre du shit, bon, ça va, on s'en remet quoi. Oui. C'est quand même moins grave que tuer des gens quoi. Oui. Bon, bah c'était bien. Mais bref, ouais.